On pourra les mettre de toute façon dans les minutes qui viennent avec le retard. Nous avons pour habitude de commencer à l'heure. Donc, je vous dis bonsoir, effectivement, de Jérusalem, comme j'ai l'habitude de vous le dire, chacune de nos rencontres. Donc, pour moi, c'est un double plaisir d'animer cette rencontre. Tout simplement, d'abord, parce que vivre à Jérusalem, c'est quelque chose qui me parle depuis bientôt 43 ans. Et deuxièmement, d'accueillir Edwige Choukroun de la mairie de Jérusalem et du ministère de l'Intégration. C'est un deuxième plaisir que nous avons collaboré de très longues années dans des projets très intéressants ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je suis en t-shirt et en chemise. Donc, c'était un petit peu mon clin d'œil parce que nous avons travaillé ensemble dans ces associations. Et c'était une façon de la saluer et de la remercier d'avoir accepté notre invitation. Alors, parler de Jérusalem, parler de vivre à Jérusalem, j'allais dire, c'est toute une vie, c'est toute une histoire, c'est complexe. Évidemment, nous allons vous parler de vivre à Jérusalem avant tout dans une optique d'immigration. Mais je pense que les gens qui n'envisagent pas une immigration forcément aujourd'hui, ou qui font des allers-retours, ou qui veulent envisager une immigration par étapes, pourront aussi se retrouver à travers probablement la présentation d'Edwige. Je crois l'avantage aussi que nous avons, c'est qu'Edwige va se retrouver en France dans les jours qui viennent. Je pense que ça sera aussi très important éventuellement d'avoir des rendez-vous avec elle. Elle vous donnera tout à l'heure ses coordonnées. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre, une bonne réunion. Comme d'habitude, vos micros sont fermés, donc n'hésitez pas. On ne pourra pas donner du conseil individuel très pointu. Et je vais me donner un panorama général de la situation à Jérusalem aujourd'hui, de l'immigration, de l'intégration. Et pour des questions beaucoup plus pointues, il faudra la contacter en privé. Donc, encore une fois, merci à Yasmine d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Edwige d'avoir répondu à notre invitation. Et une bonne soirée à tous. Alors, merci à Vie de me donner la parole et merci à vous de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre des conférences qui sont données par l'Organisation sioniste mondiale. Je m'appelle Edwige Choukroun. Donc, comme l'a dit Avi, je travaille à la mairie de Jérusalem au département Alia et Intégration. Ce que je vais essayer de vous faire ce soir, c'est un peu une présentation en deux temps. Je vais vous parler de Jérusalem, la ville telle qu'elle est aujourd'hui avec toute sa beauté, sa complexité et ses points forts. Et peut-être on discutera, on ne va pas se mentir et se cacher un peu les points faibles de la ville. Et ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement de faire son allié à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est vivre à Jérusalem et comment on décide de vivre à Jérusalem. Et je vous laisserai un petit temps pour les questions. Encore une fois, je ne pourrai pas répondre aux questions personnelles, mais je vous laisserai un petit temps si vous avez des questions ou des choses à éclaircir. Et comme l'a dit Avi, je serai moi-même présente à Paris la semaine du 12 au 16 décembre. Ça, on en reparlera par la suite. Et à ce moment-là, je pourrai vous recevoir, ou en tout cas recevoir ceux qui veulent avoir un entretien personnel à Paris. Je vous donnerai plus de détails par la suite. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. OK. Juste, dites-moi, attendez 2 secondes. Voilà, c'est ça, cher. OK. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Super. OK, super. Alors, on va commencer. Donc, évidemment, on va parler de la ville de Jérusalem. Et évidemment, Jérusalem est une ville qui est au cœur de l'histoire, au cœur de notre histoire, au cœur de votre histoire. Voilà. Chaque année, je sais que vos pensées sont à Jérusalem, en tout cas à plusieurs moments dans l'année, soit parce que vous avez de la famille à Jérusalem, soit parce que au Seder de Pessah, vous prononcez les paroles de l'an prochain à Jérusalem. Et je vais commencer ma conférence par quelques citations. Bien sûr, au moment où le couple s'unit, se marie sous la roupa, on pense à la ville de Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, et on prononce la phrase si je t'oublie Jérusalem.
J'ai trouvé aussi une citation d'Elie Wiesel. Pour ceux qui ne vivent pas encore à Jérusalem, je ne vis pas à Jérusalem, Jérusalem vit en moi. C'est quelque chose que Elie Wiesel avait prononcé avait écrit dans un de ses livres. Et évidemment, l'an prochain à Jérusalem, tous les ans à la fin du Seder de Pessah, c'est ce que tous les Juifs du monde souhaitent, nous souhaitent. Et donc voilà, et donc c'est des moments de la vie où on ne peut pas s'éloigner de la ville de Jérusalem. Et en fait, c'est intéressant aujourd'hui de se demander, mais c'est quoi la ville de Jérusalem? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, je vais vous faire un petit… Alors oui, on sait tous que Jérusalem, c'est en Israël, que Jérusalem, c'est plus ou moins au milieu du pays quand je pose la question. Alors, juste quelques précisions sur l'endroit géographique. Là, vous voyez la petite étoile bleue, c'est à peu près là où se situe la ville de Jérusalem, presque au centre du pays. Pour vous situer des endroits que vous connaissez sûrement, on est à une quarantaine de minutes de la mer Morte, on est à peu près à 3/4 d'heure quand il n'y a pas d'embouteillage. Ça, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, puisque je vous ai promis aussi d'évoquer les points moins rigolos. On est à 45 minutes de la mer et de la mer Rouge, donc de la ville d'Elat, qui est vraiment au sud du pays, on est à 4-5 heures de route. Aujourd'hui, on a la chance depuis 2-3 ans d'avoir le train qui a relié Jérusalem au centre du pays. Et aujourd'hui, j'ai testé pour vous hier, on arrive à Tel Aviv, à la première station de Tel Aviv, en 28 minutes. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et de tout à fait récent, moderne, et qui relie Jérusalem à Tel Aviv et surtout à tout le centre du pays, puisqu'on reprochait toujours à Jérusalem d'être un peu éloigné, excentré, pas une ville du centre. Donc là, on s'est rapproché grâce à des moyens de transport performants et adaptés. Jérusalem, aujourd'hui, c'est pratiquement 1 million d'habitants. Donc c'est une très grande ville, c'est une des plus grandes villes d'Israël. Ensuite, Jérusalem a 148 quartiers. Alors, je sais que de manière générale, quand on vient de France, on connaît 2, 3, 4 quartiers. Beit Vegan, pour ne pas les citer, Ramoth, Baka, Achoma, Arnona, Mekochaim. Et en fait, tout le monde est toujours assez surpris quand je dis qu'il y a 148 quartiers, parce qu'en fait, la division, ce n'est pas du tout le quartier au sens parisien ou marseillais ou lyonnais du terme, c'est-à-dire des arrondissements. Un quartier à Jérusalem peut être une rue. Alors ça s'explique par le montage géographique de la ville et la façon dont la ville s'est construite. Ça veut dire, c'est pas une ville qui a été pensée, c'est une ville qui a été construite. Jérusalem était à l'intérieur des murailles, on est sorti des murailles et donc peu à peu elle s'est agrandie et elle s'est étendue vers le nord, vers le sud. Et donc, des rues sont devenues des quartiers. Donc, c'est comme ça que c'est répertorié à la mairie. Et voilà. Alors, 28 centres communautaires. Le concept du centre communautaire, Merkaz Keilati en hébreu, ça pourrait être, je ne vais pas dire une mini-mairie, en tout cas, c'est un lieu qui est chargé de beaucoup de choses dans le quartier, de gérer un peu les affaires du quartier. De s'occuper des enfants pour les activités récréatives et aussi d'être à l'écoute. C'est des lieux où les habitants peuvent venir, peuvent discuter, peuvent se réunir, etc. Donc à Jérusalem, il y en a 28. Je crois que si on compare par rapport à Ashdod où il y en a 4 ou à Tel Aviv où il y en a aussi moins d'une dizaine, on est vraiment une ville qui est très soucieuse du bien-être et du confort de ses habitants à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons 16 points accueil Olim intégration, c'est-à-dire que dans ces centres communautaires, il y a des responsables intégration, et ça c'est important pour vous les futurs Olim. Il y a des personnes qui ont la fonction d'accueillir les Olim. Alors en général, on essaye de mettre un coordinateur Alia selon la langue où il y a le plus dans le quartier. Pour vous donner un exemple de Baka que vous connaissez bien, les gens parlent anglais et français, donc la coordinatrice est bilingue. Mais à Roma, il y a beaucoup de francophones et donc la coordinatrice est francophone. Donc, je continue. Ça, c'est une question sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard pour ceux qui ont des enfants, mais pas que des enfants, pour ceux qui ont aussi des étudiants. Jérusalem, c'est une grande ville estudiantine.
il y a chaque année 40 000 étudiants qui font leurs études à Jérusalem. Alors évidemment, il y a la célèbre université de Jérusalem qui est répartie dans plusieurs endroits, mais il y a aussi, elle est aussi divisée à Givatram, mais aussi depuis ces dernières années, il y a beaucoup de facs qui ont installé une chaire, je crois qu'on dit en français, de leur université, comme la célèbre université du Technion, et aussi de nombreuses écoles supérieures qui se sont installées, pour les citer pour ceux qui les connaissent un petit peu, l'école Azrieli, où il y a des études d'ingénieurs. Il y a aussi énormément de formations dans le domaine médical, informatique, etc. Mais ça fera peut-être l'objet d'un conseil individuel pour ceux qui ont besoin de le savoir. Jérusalem, c'est environ 300 000 élèves, c'est-à-dire enfants qui se lèvent le matin et qui vont tous les matins à l'école. Donc, quand je vous dis que c'est une grande ville, je ne vous mens pas. Et la particularité de Jérusalem, c'est qu'il y a énormément de choix au niveau des structures scolaires. On en reparlera après quand on passera au sujet de l'Alia. Je continue. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi important de vous dire et de vous raconter. Mais bien sûr, on a vécu comme le monde entier au rythme du corona ces 2 dernières années. Et toutes ces cultures et traditions, comme on dit, ont été un petit peu mises de côté, puisque je dis un petit peu parce qu'en fait, il y a des choses qui ont déjà redémarré. Donc, Jérusalem, c'est une ville de festival. Voilà, ce n'est pas que Alia la Régel, de monter au Kotel pour les 3 fêtes de Rosh Hashanah et Shavuot et Pessah, mais c'est aussi une ville de festival. Je vais les citer: le festival de la bière, le festival de la cuisine. Et donc, Jérusalem, jusqu'à il y a 2 ans, on voyait passer 2 millions de touristes par an, ce qui est quand même assez important comme chiffre. Jérusalem, à part le musée d'Israël que vous avez peut-être déjà découvert, c'est 42 musées. Alors, il y a des petits musées de quartier, puis il y a aussi le célèbre musée de Yad Vashem ou le musée du Mont Herzl, etc. Et ensuite, Jérusalem a la fierté d'accueillir des nombreux événements sportifs au long des années. Pour citer le marathon de Jérusalem, alors la tradition a repris il y a à peu près 1 mois. Et je ne vous cache pas que les habitants de Jérusalem, sachant qu'on était encore en confinement, comme il y avait très très peu de gens qui sont venus courir d'autres pays du monde, donc tout à coup les habitants de Jérusalem ont monté dans leur classement dans les catégories, donc ils étaient contents. Mais le vrai marathon, celui qu'on connaît avec des habitants du monde entier, devrait avoir lieu courant mars, si tout va bien. Et voilà, et on va reprendre les nombreux événements sportifs de Maccabiat, pour ceux qui le connaissent, et de tous les événements sportifs, foot, basket, etc., etc. Alors, Jérusalem, c'est une ville aussi qui se développe. C'est une ville qui, essentiellement, au niveau des propositions de travail, on a des gens... attendez 2 secondes. Voilà. On a des gens qui travaillent, beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, mais Jérusalem s'est mise au défi de rentrer dans le monde de la high-tech. Il y a un quartier qui s'appelle déjà Achot Zvim, pour ceux qui le connaissent, qui est à l'entrée de la ville et qui là a des startups qui sont là-bas. Par exemple, la startup Mobileye, pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont créé les protecteurs dans les voitures, les signaux d'appel dans les voitures. Et donc cette société est implantée à Jérusalem depuis ses débuts, en fait. Mais il y a aussi un projet qui est à l'entrée de la ville, derrière le Gesher Hametarim. Vous savez, c'est le grand pont avec toutes les ficelles à l'entrée de la ville. Et il y a un projet qui s'appelle le quartier du business. Et là, il y a des centaines de mètres carrés de bureaux qui sont en train de sortir de terre pour permettre aux entreprises des centaines de milliers. Des centaines de milliers, oui. Je ne voulais pas exagérer, mais bon, voilà, te versi à vie, qui sont en train de sortir de terre pour proposer
aux personnes qui veulent développer leur entreprise, à la fois d'être à Jérusalem, mais d'être aussi en face de ce fameux train dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, encore une fois, la volonté est vraiment de relier Jérusalem au centre du pays, au centre des affaires. Et donc, de plus en plus, on va dans cette direction, tout en conservant la tradition, le côté traditionnel de la ville, le côté religieux de la ville qui n'est pas moins important. Il y a quand même une volonté municipale et des hommes d'affaires d'avoir aussi leur place à Jérusalem pour pas en faire uniquement une ville d'enfants et d'étudiants en yeshiva, mais aussi une ville d'affaires comme Jérusalem y a le droit. On est une des rares villes en Israël aussi qui a trois grands centres hospitaliers, Hadassah Ein Kerem, Hadassah Har Hatzofim et l'hôpital Shaare Tzedek. Donc, il y a des milliers d'employés du monde médical qui travaillent à Jérusalem, qui vivent à Jérusalem et qui font leurs études aussi à Jérusalem dans ce domaine, puisque l'hôpital Hadassah Ein Kerem et l'hôpital Shaare Tzedek sont quand même des hôpitaux universitaires. Et du coup, il y a énormément de gens autour de ça. Et pour finir, le côté Misradei Mamshala, les bureaux de l'État. J'ai eu la chance il y a 2 semaines d'aller dans le nouveau quartier de tous ces bureaux où sont réunis le bureau du Premier ministre, le bureau des Affaires étrangères, la Banque d'Israël. C'est magnifique et c'est aussi des milliers d'emplois de gens qui travaillent dans ce secteur et qui sont employés. Et voilà, et toutes les grandes associations comme pour celles que vous connaissez, Kalita, Nefesh Benefesh, peut-être le CNEF, vous connaissez, toutes ces grandes associations ont leur siège à Jérusalem. C'est important pour les associations qui s'occupent d'Olim, même s'ils ont ils s'occupent des Olim au niveau du pays en entier. C'est important pour ces associations d'avoir leur siège social à Jérusalem et que l'activité parte à partir de Jérusalem. Je pense qu'au niveau de la symbolique et au niveau de la valeur et au niveau du travail, ça je vais y revenir un peu plus tard, qui est fait en termes d'Alia dans la ville de Jérusalem, alors ça a du sens que toutes ces associations choisissent de mettre leur siège social à Jérusalem. Je continue. Jérusalem, c'est à peu près 3000 Olim qui sont chaque année accueillis dans la ville, qui arrivent. Cette année, je pense qu'on devrait finir l'année 2021 à même 3500 Olim. Parmi eux, les Français occupent la première position en ex-aequo avec les anglophones. Il y a à peu près 500-600 Olim de France qui chaque année viennent s'installer à Jérusalem de 0 à 120 ans, c'est-à-dire que la population des Olim, c'est aussi bien des familles que des retraités, beaucoup d'étudiants, comme vous avez pu comprendre tout à l'heure, comme la ville propose énormément de solutions aux étudiants, donc c'est une ville qui attire le monde étudiant, de par la conservation de ce côté traditionnel ou pour ceux qui souhaitent étudier la Torah, etc. Il y a énormément de cours qui sont donnés, donc c'est important pour certains étudiants de venir en Israël, d'étudier à la fac et en même temps de continuer à étudier toutes les matières de Torah, etc. Donc voilà, de pouvoir conserver une vie juive et être étudiant dans les différentes universités de la ville. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Le département Alia et intégration de la ville de Jérusalem, c'est plus de 30 employés. On est le plus grand réseau d'intégration dans toutes les villes d'Israël. Pourquoi autant? Parce que d'abord, comme vous pouvez le voir, on reçoit énormément d'Olim chaque année. On s'adapte aussi à énormément de langues. Ça veut dire que moi, je travaille avec la population francophone, mais il y a aussi dans notre département des russophones, des anglophones.
des hispanophones et des gens qui parlent portugais. Et donc, évidemment, il y a aussi un projet qui est l'accueil des populations venant d'Éthiopie. Et donc, du coup, voilà, la mairie, le bureau du maire, l'ancien bureau du maire ont décidé de mettre beaucoup de moyens au service de la population qui arrive et de faire en sorte que l'ALIA de ceux qui souhaitent arriver à Jérusalem ait une expérience la plus réussie possible. Alors après, vous allez me dire, oui, mais lui, c'était dur et lui, c'était pas simple et lui, l'enfant, il a raté à l'école. Oui, effectivement, mais ça veut dire qu'au niveau municipal, au niveau des associations, et je vais en reparler un peu plus tard, on fait le maximum pour que les choses se passent bien. Après, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et il y a aussi l'implication de chacun quant à son processus d'intégration qui joue aussi beaucoup dans la balance. Alors, des centaines d'activités organisées. Je vous ai parlé tout à l'heure des activités qui étaient organisées pour la ville de manière générale, les festivals, les ateliers sportifs, etc. Mais c'est aussi des centaines d'activités qui sont organisées pour les nouveaux immigrants et qui sont donc dans les différents quartiers, dans différentes langues, des activités récréatives, mais aussi des ateliers de compréhension, de préparation. Dans quelques jours, on va faire par exemple un atelier destiné aux parents qui ont leurs enfants qui passent au collège, puisque c'est un passage. Voilà. Et évidemment, la question de l'Ulpan, et ça là-dessus, je pense qu'il depuis quelques années, il y a un grand effort de l'organisation sioniste mondiale qui vous propose des centaines de formules d'Ulpan dans vos communautés, par Zoom, etc. Parce que la question de l'hébreu, elle est très importante. Je sais que certains vont me dire, je vais continuer à travailler en français ou je suis retraitée, je n'ai pas besoin de l'hébreu. Sachez que pour ceux qui vont continuer à travailler en français, vous viendrez avec vos enfants et qu'eux parleront rapidement hébreu et attraperont rapidement les codes. Donc, il ne faut pas se faire dépasser par cette question de l'hébreu. Pour les retraités, alors j'ai envie de vous dire que l'Ulpan, c'est un lieu d'accueil en fait. C'est un lieu où on intègre, c'est un lieu où on a des activités, c'est un lieu où on rencontre des gens, même si vous connaissez des gens. Et donc, c'est un lieu de joie, de plaisir, où on apprend les codes et ce qui se passe en Israël. Et puis, il y a un côté sympa. Mais de toute façon, quand on passe du temps à l'Ulpan, ça finit par entrer. Alors, je vais passer à la partie plus Alia et donc je vais un peu vous dire quel est mon rôle. Voilà, je suis ce qu'on appelle projectorite pour le département Alia et intégration. C'est-à-dire que projector, je suis, donc avec mon équipe, chargée de faire le lien entre le nouvel immigrant et ce qui l'entoure. Ça veut dire les différentes choses dont il pourrait avoir besoin, les différents organismes, et on essaye de travailler les sujets. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je sors d'une réunion toute la journée où on s'est assis avec les services sociaux de la ville pour essayer de leur faire comprendre qui sont les nouveaux immigrants quand ils ont besoin des services sociaux éventuellement, et pour aussi entendre la difficulté de ces mêmes services sociaux à accueillir les Olim dans les quartiers, puisque quelquefois, on n'accepte pas, on a du mal, ils parlent hébreu, la communication elle est difficile. C'est pour vous donner un des exemples de choses qu'on fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous arrive à notre équipe de voyager en France pour surtout faire des rendez-vous individuels. Ces 2 dernières années, tous ces rendez-vous individuels se sont passés par Zoom. Donc, Zoom, ça a été extraordinaire, mais on a quand même décidé de revenir sur le terrain pour rencontrer les futurs Olim parce qu'on sait que c'est important pour vous et on sait que rien ne remplace des rencontres individuelles. Alors, voilà, je vais vous aborder les différents sujets. Donc, évidemment, la question de l'Ulpan, pour ceux qui souhaitent faire leur alia dans un temps prochain, dans un temps futur, ou alors qui se posent la question, je vous invite vraiment à rejoindre une classe d'Ulpan. Je pense que Avi, Yasmine sauront vous renseigner et sauront vous donner, vous motiver. C'est apprendre quelques mots, c'est s'y mettre déjà, c'est comprendre certaines choses avant d'arriver en Israël. Évidemment, une fois qu'on arrive en Israël,
apprendre l'hébreu, c'est indispensable, on ne peut pas y échapper. Donc voilà. Alors, la question de choisir un quartier, donc évidemment, vous ne serez pas, enfin, les 148 ou 158 quartiers dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez pas faire une étude géopolitique sur les 158 quartiers de Jérusalem, mais en tout cas, choisir un quartier, c'est important parce que, et surtout dans la ville de Jérusalem, chaque quartier a son OFI, c'est-à-dire que chaque quartier a sa particularité, aussi bien au niveau des gens qui y habitent, mais bon, ça c'est dans tous les pays du monde, mais à Jérusalem, on a toujours la question religieuse qui nous rattrape, c'est-à-dire on passe de quartiers fermés, quartiers où on ferme les rues pour que surtout il n'y ait pas que personne ne transgresse le Shabbat, etc., à des quartiers qui sont plus tranquilles, où il y a des gens qui prennent la voiture, ou des gens qui ont une vie qui marquent le Shabbat et qui puis après ils sortent, etc., à des quartiers beaucoup plus mélangés. Donc ça, c'est une des questions. Alors j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous donner des réponses ce soir, je vais vous inciter à poser des questions et à vous poser des questions, à nous poser des questions aux professionnels. Ça veut dire, quel est mon mode de vie aujourd'hui? Quel est le mode de vie que j'aimerais adopter en Israël? Qu'est-ce que je connais de ces quartiers? Alors, il faut aussi prendre en compte à Jérusalem qu'il y a des quartiers qui montent et qui descendent. C'est-à-dire Jérusalem, de manière générale, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une ville de montagne, 800 mètres d'altitude. C'est-à-dire que c'est une ville qui monte et qui descend, qui a un dénivelé très fort dans certains quartiers et qui est beaucoup plus, enfin, qui est plus plat et plus facile à aborder dans d'autres quartiers. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte par rapport au mode de vie. À votre futur mode de vie pour ceux, encore une fois, qui ont décidé de s'installer. Alors, la vie professionnelle, aujourd'hui, on est après 2 ans de Corona. Je pense que le Zoom a ouvert beaucoup de... Enfin, je pense qu'Israël s'était un peu mis à l'heure du Zoom avec les All-in de France et des États-Unis, c'est-à-dire que Israël avait, il y a déjà des gens qui avaient commencé le travail de loin, le travail, ce qu'on appelle les call centers, ça veut dire de bosser à partir de Jérusalem comme si on était à Paris ou à Marseille ou à Lyon. Et donc ça, c'est quelque chose qui se faisait, si je ne me trompe pas, ces 5, 6, 7 dernières années. Je pense que la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est quelque chose qu'ils acceptent plus. Alors, encore une fois, dans certains domaines, ce n'est pas possible avec tout le monde, mais avec le travail à domicile qui s'est énormément développé sur la France, il y a certaines personnes qui sont en hésitation d'Alia ou qui se posent des questions, qui veulent peut-être éventuellement délocaliser leur activité. Et c'est quelque chose qui est mieux vu qu'il y a quelques années où c'était vraiment révolutionnaire. À part ça, quand on parle de vie professionnelle, il y a aussi toute une partie des personnes qui sont, j'imagine, dans l'assistance, qui ont un métier réglementé. Je parle des avocats, je parle des médecins, je parle des kinés, des infirmières, etc. Donc ça, il faudrait... ça, si vous voulez, je vous laisserai mon mail ensuite par la suite et je vous donnerai les références de là où vous pouvez savoir ce qui se passe avec votre propre métier, passer des équivalences, mon diplôme il est reconnu, combien de temps je dois travailler, est-ce que je dois faire un stage, etc. C'est aussi des questions qu'il faut que vous intégriez dans votre reconversion professionnelle. Et ensuite, on a des gens qui décident de faire autre chose. Voilà, je fais mon alia, c'est l'occasion de faire autre chose. Et l'État d'Israël accompagne aussi cette volonté de changer, puisque en plus de l'Ulpan qui est gratuit, alors il y a possibilité pour les nouveaux immigrants de faire une formation professionnelle, qui est prise en charge par le ministère de l'Intégration et qui permet à certaines personnes de changer. Voilà. Je ne citerai pas d'exemple très précis, mais j'ai vu des jolis changements, des gens qui avaient toujours eu envie de faire quelque chose et puis qui ne s'étaient jamais donné les moyens, etc. Et le fait de changer de pays, ça leur a permis aussi de changer de parcours professionnel. Et donc, on a des jolies histoires de réussite dans ce domaine. C'est que ça demande, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de votre
de votre implication dans le processus. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire son alia, même si les professionnels sont là pour aiguiller, accompagner, donner des directions, etc. Quelqu'un qui doit faire son alia, il doit être le moteur de son alia et se préparer, accepter les nouvelles règles du jeu, parce qu'en Israël, effectivement, pas plus tard qu'hier, j'avais rendez-vous avec des directeurs d'école et ils me disaient, mais les Français, ils ne comprennent pas enfin, le concept de chutzpah, ils ont du mal à s'adapter à la réalité israélienne. Donc, c'est ça aussi une partie de l'adaptation. Ça veut dire ce qu'on appelle la chutzpah. En fait, tôt ou tard, ce n'est pas de la chutzpah, ce n'est pas toujours de la chutzpah. Et tôt ou tard, en tant que nouvel immigrant, vous deviendrez des Israéliens où vous aurez aussi votre certaine dose de chutzpah. Donc, ça demande une adaptation et une compréhension du nouveau système. Donc, voilà, éducation des enfants, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que quand on parle des enfants, on parle de 0 à 18 ans. On parle des structures de la petite enfance qui sont énormément développées en Israël. Mais ensuite, il faut rescolariser ces enfants ou les scolariser. Et donc, choisir un courant qui va vous correspondre et qui va surtout être la suite du courant dans lequel vos enfants ont évolué jusque-là. Ça veut dire que souvent, quand j'ai des discussions avec des parents, ils me disent « Ah, mais on était dans un système comme ça, mais on veut être plus religieux et on veut que nos enfants ils étudient plus de Kodesh et on veut, et on veut, et on veut. » N'empêche qu'il faut penser qu'au milieu de toute cette volonté, il y a l'enfant. L'enfant, il lui faut aussi un certain temps d'adaptation, il lui faut un certain temps de mise au pas avec la réalité. Alors, effectivement, l'hébreu, ça s'acquiert plutôt vite, c'est-à-dire plus ils sont petits, plus c'est facile, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même un certain temps d'adaptation. Et surtout, il faut voilà, en fait, il faut faire confiance aux professionnels, j'ai envie de vous dire. En général, ce qu'on fait, c'est que lors des rencontres pré-ALIA, on parle de chacun des enfants, on voit un peu comment il est. Ça veut dire, n'essayez pas de cacher si votre enfant est dyslexique ou malentendant parce que tôt ou tard, on le découvre et c'est des choses qu'il vaut mieux traiter en amont pour vraiment l'orienter dans la structure scolaire la plus adaptée à ses besoins et surtout préparer la structure scolaire à accueillir cet enfant qui est peut-être un peu différent ou peut-être qui a certains défis à relever dans son parcours scolaire. Et donc, on vous demandera aussi, on vous demandera aussi les bulletins, pas du tout parce que c'est un contrôle pour rentrer dans les écoles israéliennes, mais surtout parce qu'on a besoin de les mettre dans des écoles où ils vont s'y retrouver au niveau de la vie juive et au niveau du rythme de travail. Éducation des enfants, et ça, on en reparlera. On peut en reparler, c'est aussi de leur proposer de participer à énormément d'activités parce qu'on sait qu'en Israël, l'école, de manière générale, finit un peu plus tôt qu'en France. Et donc, dans l'après-midi, un peu sur le système américain, il y a des activités qui sont proposées, que ce soit du sport, de la participation à des mouvements de jeunesse ou diverses activités. Ça, pareil, les associations ont pris en main cette partie parce que cette partie a souvent un coût, etc. Donc, la ville de Jérusalem, avec quelques associations dans la ville, s'occupe de ça pour essayer que les enfants participent à des activités au même rythme que tout le monde. Alors, explication sur la vie en Israël, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Souvent, et en plus avec la déconnexion, enfin, je ne vais pas vous demander de changer votre nom de Zoom avec la question depuis combien de temps vous n'êtes pas venu en Israël, mais je pense qu'en moyenne, si on cumule tout le monde, on arrive à 2 bonnes années sans venir en Israël. Donc, je pense que ça vous manque, je pense que vous voulez venir. Et ce que je propose, c'est que dans la préparation de cette alia, le voyage d'études, ce que j'appelle le voyage d'études, ce qu'on appelle le voyage d'études, le siur gishouch en hébreu, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que il faut venir voir et en général, lors d'un voyage d'études, en tout cas pour la ville de Jérusalem, on le prépare avec vous, on le pense avec vous.
tout à coup, on regarde la ville avec des yeux, plus des yeux de tourisme, mais des yeux de futurs habitants. Et très vite, on sent les choses autrement, on voit les choses autrement, on essaye de réfléchir aux choses qui vont faire partie de votre future vie en Israël. Alors, 2 secondes. Attendez. Voilà. Donc, à travers cette présentation, en fait, j'ai essayé de vous donner des informations de manière générale sur la ville et des informations aussi pour ceux qui auraient l'envie ou le projet de venir habiter à Jérusalem. Il faut savoir que bon, il y a quelque chose. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous dire la vérité sur la ville. Un des trucs qu'on n'a pas, malheureusement, c'est la mer. Ça veut dire que quelquefois, on me demande si il y a la mer à Jérusalem. Non, il n'y a pas la mer. Il y a quelques piscines municipales ou pas. Et puis, donc déjà, tous ceux qui souhaitent habiter au bord de la mer, ce n'est pas vraiment Jérusalem, bien que tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas si loin que ça. Jérusalem est une ville qui a une image très conservatrice, très religieuse, avec des quartiers religieux, etc. Oui, mais d'un autre côté, comme j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, c'est une ville aussi qui est très moderne et qui change. Alors, qui dit changement dit aussi beaucoup de travaux. Avi ne va pas me contredire là-dessus. On est dans une ville qui est en travaux, mais je crois que pour ceux qui habitent à Paris, on est kiff-kiff sur les travaux dans les rues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand projet d'infrastructure du tramway qui est en train de se mettre en place. Voilà, Yasmine, elle rigole. Je vois que travaux, embouteillages, etc. Je veux dire quand même que le poète Yehuda Amichai, il a dit une belle phrase, je l'ai dit d'abord en hébreu, pour ceux qui comprennent, parce que c'est toujours traduire, c'est toujours trahir un petit peu. Il a dit Yerushalayim Irchof al Sfat Hanetzach. Ça veut dire que c'est aussi une ville de bord, mais simplement elle n'est pas au bord de la mer, elle est au bord de l'éternité. Et donc je crois que ça rajoute un petit peu la dimension très particulière de cette ville. Voilà. D'accord, merci. Donc voilà, donc une ville avec des infrastructures changeantes, des quartiers se construisant, etc. Donc on a aussi cette impression de toujours des travaux, des embouteillages, etc. Alors des fois on respire très très fort, on se dit bah c'est pour le bien de la ville, et des fois on n'en peut plus, et comme dans toutes les villes et comme dans toutes les grandes villes, mais on sait que d'ici quelques années on aura une belle infrastructure au niveau des transports publics. Je vous ai dit tout à l'heure le train, mais voilà, pour ceux qui ont le projet éventuellement d'habiter à Jérusalem et qui ont un projet professionnel dans le centre, je pense que d'ici peu de temps, et je suis optimiste, il y aura des échanges beaucoup plus faciles. Alors, pour ceux, juste un peu, parce qu'au quotidien, je rencontre des candidats à l'ALIA et je rencontre aussi des nouveaux immigrants. Si je peux donner des petits conseils, des petits tipping, comme on dit en hébreu, d'abord, avant de dire que l'agent juif ne répond pas ou ne fait pas son boulot, vérifiez aussi que vous, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes au centre du processus d'ALIA, même si c'est l'agent juif qui est le grand responsable de l'ALIA dans le monde. Essayez de vous de vérifier si vous avez bien si vous préparez bien vos dossiers, si vos dossiers sont ça veut dire que quand on vous demande un certificat apostillé, alors faut qu'il soit certificat et apostillé. N'essayez pas de donner une photocopie d'un papier qui n'est pas apostillé, etc. etc. Ça, si vous avez des questions en privé ou que vous voulez en savoir plus, vraiment avec plaisir, je peux essayer de regarder avec vous. Mais quelquefois, on a l'impression vous avez l'impression que les professionnels veulent bloquer votre dossier, ne veulent pas vous faire avancer, ne vous permettent pas d'avancer. Mais en fait, c'est juste qu'il y a énormément de gens qui souhaitent faire leur ALIA, et j'ai un chiffre assez impressionnant. Il y a une montée de 100% des demandes d'ALIA depuis avril 2020. Alors, ils sont basés
encore une fois, c'est des chiffres et des statistiques, donc ça parle ou ça parle pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de professionnels n'a pas forcément doublé, triplé à ce rythme-là. Et donc, du coup, même si on essaye de répondre à toutes les questions, quelquefois, il y a des ratés. N'hésitez pas, et c'est votre premier pas vers la chutzpah israélienne, n'hésitez pas à redemander, à renvoyer le mail en demandant une question si vous n'avez pas été satisfait de la réponse. Ensuite, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on peut trouver voilà, Déborah, j'ai fait apostille à la demande de l'agent juif, 3 actes cathédrales, voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une source extraordinaire d'information et c'est aussi une source extraordinaire de désinformation. Ça veut dire que les gens vivent sur des histoires quand eux ont fait leur alia, quand eux étaient dans ce processus, etc. Donc, encore une fois, il y a des sites qui sont très bien faits aujourd'hui. Le site de l'agent juive, le site du ministère de l'Intégration, le site de la mairie de Jérusalem, ils sont très bien faits. Il y a énormément de renseignements. Mais quand vous posez une question sur les réseaux sociaux et qu'on ne vous donne pas la source de l'information, ne prenez pas la source pour content. Je vais vous donner un petit exemple. On parle toujours de la réduction sur l'électroménager. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est la linéa numéro 3, je ne sais pas quoi, il faut que ce soit de l'électroménager. Ça, c'est une vieille légende de l'électroménager qui a été fabriqué en Israël. Et aujourd'hui, a priori, il y a presque plus de produits, voire plus de produits, je pense, après le corona, qui sont fabriqués en Israël. Donc, l'abattement des taxes fiscales sur l'électroménager n'existe plus. Mais on en parle encore. Donc, soyez vigilants quand vous prenez une information. Soit vous allez à la source, soit vous demandez à un professionnel, soit si quelqu'un vous répond, demandez-lui, mais où tu as vu ça, où tu as lu ça, etc. On essaye au quotidien de diffuser de l'information de qualité, de l'information vérifiée. L'information, ça va vite et c'est toujours, c'est jamais simple d'aller au rythme de l'information, surtout avec le temps du corona. Tu voulais dire quelque chose, Ali? Non, j'ai dit de se mettre à jour, effectivement, en Israël, l'information, l'actualité, les lois. On est un pays qui est trop dynamique parfois et change tellement vite que, effectivement, il vaut mieux vérifier les choses, comme tu l'as dit, à la source autant que possible. Et le bouche à oreille et l'expérience des uns n'est pas forcément importante, même si elle peut enrichir, n'implique pas automatiquement des conclusions par rapport à son aléa personnel. Voilà, exactement. Ensuite, à part les réseaux sociaux, les gens aiment bien aussi raconter des histoires. Enfin, les gens qui réussissent ne racontent pas leurs histoires. Et ça, avec Avi, avec Yasmine, on voit bien que quand on va interroger des gens pour une histoire réussie, ben, on n'a pas vraiment de gens qui veulent se mettre en avant sur leur réussite. Par contre, les gens qui n'y arrivent pas, on en entend beaucoup parler. Israël, c'est un défi. Israël, c'est possible. Israël, c'est un pays qui a été construit par les Olim et pour les Olim. Et c'est quelque chose de possible. Il faut à la fois se donner les moyens de réussir et à la fois y croire vraiment. Et surtout se poser les bonnes questions, en tout cas se poser des questions. Je voulais me permettre d'interrompre, Edwige, une minute comme ça pour te laisser d'abord le temps de reprendre ta parole, puisque le public, malheureusement, ne veut pas être actif, à part sur le chat. Et s'il a des questions, c'est le moment de nous les poser, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, au cas où il y aurait des questions. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend parler beaucoup, et on a beaucoup parlé de Corona, et c'est vrai qu'on est dans une période particulière qui apparemment va durer encore pas mal de temps, en tout cas pas mal de mois, c'est sûr, et en France et en Israël. Et on connaît cette question importante qui est la séparation des familles, l'alia des enfants qui sont venus et des parents qui ne peuvent pas les voir, l'alia des parents qui sont venus et les enfants qui sont restés derrière. Et cette volonté qui existe aujourd'hui, et je le dis direct puisque tu as été très honnête en parlant tout à l'heure et en disant que tu allais même évoquer les quelques problèmes qu'il y avait à Jérusalem. Moi, je vais aussi évoquer la nouvelle question qui se pose pour l'alia de certains et qui encore une fois, je ne juge personne. Il y a en ce moment un phénomène d'alia passeport, de gens qui veulent faire leur émigration, leur alia, pour avoir un passeport israélien, pour ne pas avoir à faire toutes les démarches
qu'un touriste doit faire éventuellement ou qu'il n'a pas pu venir en Israël pendant une longue période. Encore une fois, c'est quasiment permis par la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni philosophiques ni morales de cette question. La question que je me pose, c'est important de savoir, comme tu as dit, que les immigrants et les Olim Hadashim, pour dire le terme israélien, ont un certain nombre d'avantages. Par exemple, je ne sais pas si tu l'as dit, une réduction quasiment d'une année de taxes d'habitation, par exemple, pour un appartement à Jérusalem. Mais si on fait une alia qui n'en est pas vraiment une, il y a beaucoup de droits qui sont accordés par l'État et par les mairies qui peuvent se perdre avec le temps s'ils ne sont pas utilisés. Donc, il faut bien réfléchir et voir si le jeu vaut la chandelle de faire une alia qui n'en est pas vraiment une parce qu'on veut être à cheval, parce qu'on veut prendre son temps. Et encore une fois, on le comprend, on n'est pas là pour le juger. Il faut simplement faire le pour et le contre pour savoir exactement, pour ne pas venir 1 an ou 2 ans plus tard et dire j'ai perdu mon droit à l'ulpan ou j'ai perdu mon droit à la réduction fiscale ou autre. Donc, il y a toute une palette, il y a tout un éventail assez important de prises en charge qui sont données par les pouvoirs publics en Israël. Et encore une fois, il faut jouer selon les règles du jeu telles que les a données l'État d'Israël. Et malheureusement, l'État d'Israël ne s'adapte pas forcément aux besoins de chacun dans sa globalité. Un immigrant, c'est en principe quelqu'un qui a décidé de changer son lieu de vie et de venir en Israël. Il y a des immigrants potentiels, il y a des gens qui viennent souvent en Israël, il y a des gens qui ont une résidence en Israël, c'est très bien aussi. Simplement, pensez que l'immigration, c'est aussi une étape particulière dans la vie d'une personne. Voilà. Alors, justement, merci Avi d'avoir évoqué ce sujet, puisque c'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, c'est un des sujets des temps de Corona. Je sais qu'il y a une certaine frustration de ne pas avoir pu venir en Israël comme on aurait aimé et de ne pas avoir senti sa place et peut-être un peu de s'être senti un peu rejeté par l'État d'Israël qui a pris des mesures très très fortes pour protéger sa population pour des raisons. Bon, après, on ne va pas discuter des raisons pour lesquelles ça a été fait, mais ça a été en tout cas la décision de l'État d'Israël. Et je sais qu'en tant que juif de Chutz Laaretz, de diaspora, de juifs qui vivent en dehors de l'État d'Israël, ça a été une frustration, ça a été une difficulté, ça a été aussi, comme l'a évoqué Avi, une séparation avec les familles. On a raté un mariage, on a raté une naissance, on a raté des événements un peu plus difficiles. Et voilà. Et donc, je sais que la réponse à ça, pour certains, ça a été de vouloir prendre la nationalité, prendre un passeport. Et moi, je me suis retrouvée ces quelques derniers mois, cette dernière année même, face à des gens qui finalement avaient pas vraiment l'intention de vivre en Israël. Et donc, comme l'a évoqué Avi, ils se retrouvent, les gens qui ont décidé de faire ce pas se retrouvent face à un méandre administratif parce qu'on a déclaré qu'on vivait en Israël, on vit ailleurs, on fait des allers-retours, on est coincé, on n'a pas le bon passeport, on n'a pas le bon papier. Et donc, je vais vous dire, les administrations israéliennes, c'est jamais facile, ça vous en avez peut-être entendu parler, ça veut dire même s'ils essayent de faire des efforts pour être sympathiques et compréhensifs, en temps de Corona, chacun, je veux dire, je pense surtout au ministère de l'Intérieur, c'est un des ministères qui a reçu le plus de dossiers à traiter et donc n'ont pas toujours été sympathiques par rapport à la question des Olim. Mais encore une fois maintenant, et j'espère qu'il n'y aura pas sous quelques jours des déclarations et des reblocages, etc. Donc maintenant, les allers-retours sont possibles. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, toute personne qui est vaccinée 3 fois ou 2 fois depuis moins de 6 mois ou qui a été malade et vaccinée, on vous donnera l'information exacte, je ne veux pas vous embrouiller, a le droit au pass sanitaire israélien et à partir de là, a le droit de rentrer en Israël sans confinement, etc. Je sais que la question des enfants n'a pas encore été traitée et résolue. Les enfants qui ne sont pas vaccinés, comme la plupart des enfants en France, en Israël, la vaccination des enfants a commencé avant-hier, je crois. Donc c'est aussi difficile. Mais peut-être que des fois, ça vaut le coup de bouger un peu son projet de quelques semaines, de quelques mois, pour faire les choses dans l'ordre et pas de façon précipitée, puisque s'il y avait des petites tolérances
à l'entrée, à la sortie, à l'entrée, à la sortie du pays. Avant pour les Oli, maintenant c'est vraiment, vraiment, vraiment tolérance zéro. Passer une douane, c'est difficile, etc., etc. En tout cas, pour conclure, pour conclure, avant je vous ai gardé un petit film sympa pour la fin d'une minute 30 qui résume un peu tout ce que je vous ai dit. En tout cas, pour conclure, vous êtes, ceux qui souhaitent vivre à Jérusalem, vous êtes les bienvenus. Si vous pensez à vivre à Jérusalem, j'espère que ma courte intervention vous a ouvert des horizons sur la ville, sur les différents quartiers. On n'a pas parlé du prix de l'immobilier parce que d'abord, je ne suis pas agent immobilière, mais comme dans toute grande ville, les quartiers du centre-ville, les quartiers plus demandés sont plus chers. Les quartiers un peu plus limitrophes sont moins chers. C'est sûr que si on veut un penthouse au 6e étage avec tout le confort moderne dans un quartier demandé, alors ça coûtera plus cher qu'un petit appartement beaucoup plus modeste dans un quartier un peu plus éloigné. Et ça c'est pas Jérusalem. J'ai envie de dire que c'est la règle du jeu de toutes les grandes métropoles. Effectivement, je sais que l'euro est pas en très bonne position par rapport au shekel. Ça, c'est aussi des remarques qui reviennent souvent. Mais je vous invite à d'abord à peut-être réfléchir le budget. Il faut savoir que quand on vient habiter, quand on est Olé Khadash, nouvel immigrant à Jérusalem, c'est pas grave la première année de prendre un appartement plus petit que ce qu'on aurait pris pour comprendre un peu comment la ville elle fonctionne, pour faire l'ulpan, etc., etc. Immigrer, changer de pays, ça prend du temps, même si on a l'impression que Israël, c'est pas l'impression, Israël, c'est le pays de tous, mais ça prend du temps d'apprendre les règles, de se mettre au rythme et à l'heure israélienne. Voilà, moi, voilà, depuis, ça va faire... cette année, j'ai la chance d'avoir fêté 2 anniversaires. En fait, mon anniversaire, comme chaque année. Bon, Avi devrait se rappeler de la date, je pense. Et en fait, le jour où j'ai fêté mon anniversaire d'Alia, parce que c'est une deuxième date en fait dans la vie de quelqu'un qui monte en Israël, je me suis rendu compte que j'avais passé plus de temps, à la fin, en Israël qu'en France. Et je regrette pas. Voilà, c'est les moments pas simples, les moments rigolos, les moments de joie, la ville, et voilà. Et donc, je regrette pas d'élever aujourd'hui mes enfants dans la ville de Jérusalem et avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure au niveau d'éducation, de la vie de tous les jours, etc., etc. C'est vraiment sans regret. S'il y a pas, je vais vous partager un petit film, ça dure 1 minute et demie, et ensuite on se dira, alors 2 secondes, on se dira au revoir, 2 secondes. À moins qu'Avi ou Yasmine voulez rajouter quelque chose. Alors, 2 secondes. Tu as mute, Avi. Après le film. Après le film, ok, d'accord. Non, mais...
Voilà, donc je pense que sur cette minute 30, en fait, il y a un peu, pour ceux qui connaissent la ville, tous les sujets que j'ai essayé d'évoquer en une petite heure qu'on a passé ensemble, que vous avez passé avec nous à Jérusalem, tous les sujets sont évoqués. Ces films, vous pouvez les retrouver, je demanderai à Yasmine de vous envoyer l'adresse. Attendez, excusez-moi. Attendez. Voilà. Voilà. Il y a un petit bug. Donc, non, c'est juste YouTube qui a continué et ça faisait un bruit bizarre. Donc, tous ces films, je vais envoyer l'adresse à Yasmine qui vous les passera, qui vous passera aussi mon adresse mail pour ceux qui ont des questions individuelles. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, je vous rappelle, je serai à Paris, j'ai la chance d'être à Paris du 12 au 16 décembre. Je vous enverrai un programme un peu plus complet pour ceux qui veulent le savoir. Et voilà, je remercie l'Organisation sioniste mondiale de m'avoir donné la parole ce soir pour présenter la ville de Jérusalem et pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année en collaboration pour le bien des gens qui vivent en France et pour le bien des gens qui veulent vivre en Israël et pour le bien des gens qui arrivent en Israël. Voilà, bonne soirée. Hanouka Sameach, puisque c'est… Merci Edwige. Avant de vous quitter, d'abord vraiment remercier Edwige qui fait un travail remarquable dans cette ville aux multiples facettes qui est plein de défis et plein de réussites. Et je crois qu'on lui doit aussi une partie et c'est l'occasion de la remercier. En parlant de Jérusalem, je voudrais évoquer notre prochain invité. Vous savez que dimanche soir, nous allumons la première bougie de Hanouka. Et donc, mercredi soir, pour la 4e bougie de Hanouka, nous aurons, donc, je vous demande de noter, parce que ce n'est pas une date habituelle où on se rencontre, mercredi soir, nous allons accueillir aussi un homme de Jérusalem qui s'appelle Ilan Moreno, qui est une personnalité assez connue en Israël, tout simplement pour le fait d'être le père de Emmanuel Moreno, un Français qui est un des plus grands héros d'Israël, le seul soldat au visage inconnu dans l'histoire de Tzahal, dans l'histoire de l'État d'Israël. Et donc, il nous a fait l'honneur de venir nous parler de sionisme et d'héroïsme. Je crois que qui mieux que lui, un exemple de réussite française, un exemple d'héroïsme juif de France en Israël. Et voilà, je vous demande, vous aurez probablement dès demain ou dimanche un début d'information sur ce rendez-vous, donc sur notre rendez-vous habituel, simplement le mercredi soir à 19h, heure française. Je vous invite à ne pas manquer ce rendez-vous. Je vous souhaite Shabbat Shalom, une très bonne fête de Hanouka, beaucoup de lumière et beaucoup de bonheur à vous tous. Bye, Shabbat Shalom.